Alors là, le traitement de la douleur, comme l'a dit professeur Fellah, doit être adapté aux mécanismes physiopathologiques et à l'intensité de la douleur. Que l'on soit confronté à une douleur nociceptive ou à une douleur neuropathique, nous n'allons pas la traiter de la même manière. Le choix des médicaments va dépendre de l'efficacité la mieux établie, du meilleur rapport bénéfice-sécurité. Il n'est pas question de donner un traitement à un malade et de lui donner des effets secondaires. De toute façon, s'il a trop d'effets secondaires, il n'y aura pas d'observance thérapeutique. Et il est aussi intéressant d'utiliser des médicaments qui vont agir également sur les comorbidités. Comme vous l'a dit dans sa présentation Madame Fellah, la comorbidité qui pose le plus de problèmes, ce sont les troubles du sommeil. Donc ce serait intéressant d'utiliser des antalgiques qui vont agir également sur les troubles du sommeil. Le traitement doit être prescrit en respectant certaines règles qui sont définies par l'OMS. Et ces règles, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'il est préférable, quand la voie orale est possible, de l'utiliser, qu'il faut donner les médicaments à horaire fixe en tenant compte des demi-vies de chaque produit, de respecter les associations médicamenteuses. Il ne faut pas donner d'association agoniste-antagoniste, de faire une prescription individualisée. Il n'existe pas d'ordonnance type. Chaque patient doit être évalué et en fonction de son évaluation, on lui donne son traitement adapté. Et bien sûr, il serait intéressant de faire collaborer le patient en lui expliquant d'abord l'objectif attendu. Parfois, on ne va pas avoir une douleur zéro, mais notre objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie. Et parfois, il faudra même les faire intervenir dans leur thérapeutique. Par exemple, entre deux prises médicamenteuses, on peut leur donner un médicament de secours qu'ils utiliseront en cas de besoin. En 1986, l'OMS a classé les antalgiques en fonction des paliers. Je pense que vous les connaissez tous. Le palier 1, ce sont les antalgiques non opioïdes. Le palier 2, les antalgiques opioïdes faibles. Et le palier 3, les antalgiques opioïdes forts. Donc ces antalgiques ont été proposés par l'OMS pour essayer de mettre en parallèle une intensité douloureuse avec un traitement, c'est-à-dire que si la douleur est faible, on va donner un palier 1 et puis on verra après comment on doit faire. Et l'objectif également était de promouvoir l'utilisation de la morphine chez le patient qui avait un cancer. Parce que c'était des patients qui avaient donc des douleurs intenses et on avait cette phobie des morphiniques, donc on ne les prescrivait pas facilement et ces paliers ont été créés pour essayer de vulgariser leur utilisation. Et puis, en 2011, on s'est rendu compte que finalement, cette classification, elle était trop restrictive et qu'elle n'intégrait pas les médicaments, par exemple, de la douleur neuropathique. Et il y a eu une nouvelle classification qui a été établie en 2011. Cette classification, elle était donc plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle intègre les médicaments qui n'étaient pas initialement utilisés pour la douleur comme les antiépileptiques et les antidépresseurs. Professeur Fellah vous a dit qu'à faible dose, ils avaient une action antalgique. Que cette classification était plus intéressante parce qu'elle classe les médicaments en fonction de leur mécanisme d'action. Donc si on recherche une action antinociceptive, on va utiliser une certaine classe, et pour la douleur neuropathique, une autre classe. Et elle va nous permettre également, elle est évolutive, ça veut dire que s'il y a de nouvelles molécules qui vont apparaître, on pourra l'intégrer dans cette classification. Voici comment se présente cette classification. Vous avez les antinociceptifs, ceux qui vont agir sur la douleur nociceptive, les anti-hyperalgésiques, les modulateurs des contrôles inhibiteurs qui vont agir sur la douleur neuropathique, et puis il y a également ceux qui vont agir sur les deux types de douleurs. Parce que, par exemple, si on prend les lombosciatalgies ou le cancer, on peut avoir des douleurs mixtes qui vont réunir les deux mécanismes nociceptifs et neuropathiques. Et à ce moment-là, on pourra utiliser, par exemple, le tramadol ou le tapentadol. Alors, comment est-ce qu'on va prendre en charge la douleur en fonction de son mécanisme? Si on est confronté à une douleur nociceptive, nous allons faire appel au palier de l'OMS. Si la douleur est faible, nous allons donner un palier 1. Si la douleur est
modérée, nous allons donner un palier 2, et si la douleur est sévère, nous allons donner un palier 3. On peut associer à chaque palier des médicaments qui vont venir potentialiser l'action de ces antalgiques qu'on appelle les coantalgiques. Il existe des associations qu'on ne doit pas faire. On peut associer le palier 1 et le palier 2. D'ailleurs, si on prend la codéine, en Algérie, la codéine est commercialisée associée au paracétamol. On peut associer le palier 1 avec un palier 3. Par exemple, si un malade reçoit de la morphine 2 fois par jour, s'il a mal entre les 2 prises, je peux rajouter soit un antalgique type paracétamol, soit un AINS. On ne peut pas associer le palier 3 et le palier 2, on ne peut pas associer le palier 2 entre eux et on ne peut pas associer les paliers 3 entre eux. Le paracétamol, vous savez que c'est un antalgique qui est le plus prescrit dans le monde parce qu'il n'a pas beaucoup d'effets secondaires, mais attention à son hépatotoxicité. D'ailleurs, actuellement, les doses recommandées doivent être inférieures à 3 grammes. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, vous savez qu'au niveau des phospholipides membranaires, nous avons donc une dégradation grâce à la phospholipase en acide arachidonique et ça va agir donc, on va avoir métabolisme de COX-1 constitutif qui va intervenir dans l'homéostasie et la COX-2 inductible qui va intervenir dans l'inflammation. Donc si on va utiliser les anti-COX-2, donc ces anti-COX-1, pardon, si on utilise les anti-COX-1, on va avoir une inhibition de cette COX constitutive, donc l'effet protecteur gastrique, la régulation de la fonction rénale, la fonction plaquettaire vont être inhibées et donc on aura des effets secondaires. Contrairement à l'anti-COX-1 ou à l'anti-COX-2 où on aura moins d'effets secondaires. Alors, voici les différents COX anti-inflammatoires dont nous disposons. Ce qu'il faut savoir, c'est que le choix d'un AINS va dépendre des facteurs de risque du patient. Par exemple, si un patient a des facteurs cardiovasculaires, il faudra faire attention. Si vous utilisez un AINS, il faudra l'utiliser à de faibles doses et pendant une durée qui n'est pas trop longue et il ne faut pas associer 2 AINS ensemble. Pour ce qui est des toxicités des AINS, il faut savoir que sur le plan gastro-intestinal et plaquettaire, vous avez une toxicité des anti-COX-1 qui est supérieure aux anti-COX-2. Pour ce qui est des effets secondaires rénaux et cardiaques, ce sont les mêmes risques pour les 2 types d'AINS. L'aspirine est un antalgique qu'on peut utiliser, donc c'est un antalgique antipyrétique, anti-inflammatoire. Il faut savoir que sa dose antalgique est de 500 mg à 3 grammes. Donc ça ne sert à rien de donner, quand on recherche une dose antalgique, de donner plus une posologie plus grande, d'autant plus que vous connaissez tous les effets secondaires qui sont doses dépendantes de l'aspirine. La codéine, pour agir, elle doit se transformer en morphine au niveau hépatique grâce au cytochrome P450. Et ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, à peu près dans le monde, il y a à peu près 20% de la population, notamment au niveau du bassin méditerranéen, qui n'ont pas les capacités pour métaboliser cette codéine en morphine. Et donc, il y a des patients qui vont venir et qui vont vous dire vous m'avez donné de la codéine et je n'ai aucune efficacité antalgique. Donc, il faut faire attention quand on prescrit la codéine. Pour le tramadol, c'est un antalgique très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il a une double action. Il a une action morphinomimétique, donc il va agir comme un morphinique en se fixant sur les récepteurs mu, et donc il aura une action sur la douleur nociceptive, et il va agir en inhibant la libération de sérotonine et de noradrénaline, donc il va agir sur la douleur neuropathique. Pour la buprémorphine, c'est un antalgique qui est puissant, mais son problème, c'est qu'il a un effet plafond. À partir de 7 microgrammes par kilo, vous allez avoir une augmentation des effets secondaires sans augmentation
de l'action antalgique. C'est un médicament qui est très prescrit chez nous, c'est le Temgesic. Malheureusement, il faut savoir l'utiliser. En général, on l'utilise quand on a un cap difficile, il ne faut pas dépasser 3 jours de traitement à cause de cet effet plafond. En plus, il est plus addictif que la morphine, donc attention à la toxicomanie avec le Temgesic. Et si vous devez l'utiliser, il faut préférer la voie sublinguale. Il reste quand même intéressant chez l'insuffisant rénal parce qu'il n'est pas du tout éliminé par le rein, donc on peut l'utiliser. Pour les morphiniques forts, en fait les opioïdes forts, vous savez tous qu'ils agissent en se fixant sur les récepteurs mu, mais ils vont également se fixer sur d'autres récepteurs, notamment les kappa et les delta, ce qui explique leur effet secondaire. Il existe différents types de morphiniques. Il y a ceux à libération immédiate et ceux à libération prolongée. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser la morphine? D'abord, il n'y a pas de dose prédéfinie en fonction du poids, comme pour les autres médicaments. On va commencer par une titration. La titration, c'est quoi? Je vais commencer par de faibles doses et je vais augmenter progressivement jusqu'à atteindre la dose efficace. La dose efficace, c'est celle qui va me donner une antalgie avec le moins d'effets secondaires possible. Comment je dois procéder? J'ai 3 techniques. Soit j'utilise de la morphine à libération immédiate, je vais donner 10 mg toutes les 4 heures et je vais dire au malade, si tu as mal entre 2 prises, tu rajoutes 10 mg. Donc ça lui fera, si par exemple il a rajouté 2 doses, il aura pris 60 mg plus 20, ça lui fait 80. Le lendemain, je vais répartir les 80 mg en deux fois 40 mg de morphine à libération prolongée. La deuxième méthode, c'est que je vais commencer d'emblée avec de la morphine à libération prolongée. Je vais donner 30 mg toutes les 12 heures et je vais dire au malade, si tu as mal entre 2 prises, tu rajoutes des interdoses de 10 mg. Je refais le point en fin de journée. S'il a par exemple pris ces 60 mg plus 2 interdoses de 20 mg, ça lui fait 80. Le lendemain, je donne 2 fois de morphine à libération prolongée. Ou alors, la troisième méthode, je commence d'emblée par de la morphine à libération prolongée et j'augmente de 30 à 50% jusqu'à atteindre la dose qui va calmer le malade. Il ne faut pas oublier qu'il faut toujours réévaluer la dose journalière qu'on répartit en 2 prises par jour. Les effets secondaires des morphiniques, vous les connaissez tous. Le plus important et qui est quasi constant, c'est la constipation. C'est pour ça qu'il faut absolument la traiter systématiquement quand vous prescrivez un morphinique, même quand il est faible. Si vous donnez du tramadol ou de la codéine à votre patient, il faut toujours rajouter un laxatif. Pour ce qui est de la dépression respiratoire, c'est celle qu'on craint le plus. Il faut savoir que par voie pérosse, elle est exceptionnelle et que quand on fait une titration, on n'a pas de problème par rapport à cet effet secondaire. Alors quand l'analgésie est insuffisante, mais que je ne peux plus augmenter les doses parce que j'ai trop d'effets secondaires, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais ce qu'on appelle la rotation des opioïdes. C'est-à-dire que je vais changer soit de morphinique, soit de voie d'administration. Le principe, c'est quoi? C'est que je sais que chaque produit va avoir une affinité pour un sous-groupe de récepteurs mu. Et donc, quand je vais saturer, par exemple, les récepteurs à morphine, je peux les libérer en passant à un autre médicament. Je vais par exemple donner de l'hydromorphone qui a ses propres récepteurs et le malade, quand il sera sous hydromorphone, les récepteurs amorphiniques vont se libérer et je pourrai revenir par la suite si je n'ai pas d'antalgie. Ce qui est important, c'est qu'il faut toujours respecter les doses d'équivalence. Si j'ai donné 60 mg de morphine, je dois donner 8 mg d'hydromorphone, 30 mg d'oxycodone et 25 microgrammes de fentanyl en transdermique. Alors, quelle est la place de la morphine dans la douleur cancéreuse? Quand l'OMS a fait ses paliers, elle les avait fait pour la douleur cancéreuse. Et donc, intensité
forte, c'est-à-dire EVA supérieur à 7, je donne de la morphine. Est-ce que je dois donner de la morphine à tous les patients qui ont une douleur intense, même si ce n'est pas une lésion, une maladie cancéreuse? Eh bien, pendant longtemps, on nous disait oui, on ne traite pas en fonction de la gravité de la maladie, mais on traite en fonction de l'intensité de la douleur. Les Américains ont largement prescrit la morphine, et là, actuellement, dans les dernières publications, ils ont constaté qu'ils avaient augmenté le taux de toxicomanie. Les Européens, notamment les Français, donc, avaient plus de phobie par rapport à ces morphiniques, donc il n'y avait pas de consensus pour la douleur non cancéreuse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de développer justement cette addiction, et aussi à cause des difficultés de prescription qui sont quand même, c'est des difficultés réglementaires qui sont assez astreignantes. Et donc en 2016, il y a eu des recommandations de la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur qui dit qu'on peut donner de la morphine dans les douleurs bénignes en cas de douleurs arthrosiques des membres inférieurs qui sont invalidantes et donc qui vont empêcher le patient de marcher, en cas de lombalgie chronique réfractaire à toutes les thérapeutiques, qu'elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses, et bien sûr dans les douleurs neuropathiques en deuxième intention ou en troisième intention selon les pays. Alors les paramètres de décision, c'est qu'on ne prescrit la morphine qu'après échec des traitements médicamenteux, après prise en charge globale du patient, notamment une prise en charge psychologique et socio-professionnelle. Et bien sûr, il faut toujours décider avec le patient en l'informant sur les risques et sur les objectifs de ce traitement. Et une des recommandations, c'est qu'il ne faut pas dépasser la dose de 150 mg par jour, et ça ne sert à rien de poursuivre les morphiniques au-delà de 3 mois s'il n'y a pas de bénéfice, c'est-à-dire s'il n'y a pas de soulagement de la douleur ou d'amélioration de la fonctionnalité et de la qualité de vie. Pour les douleurs neuropathiques, donc nous avons dit tout à l'heure que les douleurs neuropathiques ne répondaient pas aux antalgiques du palier de l'OMS, mais vont répondre à des antalgiques qu'on appelle les antalgiques spécifiques. Alors, il y a eu des recommandations internationales des différentes sociétés savantes, et en 2011, il y a eu des recommandations du Maghreb francophone qui se sont basées sur celles des différentes sociétés internationales, en tenant compte de la disponibilité des médicaments dans nos pays. Il s'agissait du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie et de la Mauritanie. Alors, ces recommandations nous disent qu'il faut donner en première intention des gabapentinoïdes, gabapentine ou prégabaline, des antidépresseurs tricycliques ou de la lidocaïne en patch. Et si ça ne marche pas, on va donner des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, comme par exemple la duloxétine, c'est ce qui est disponible dans notre pays, ou le tramadol. Et enfin, la morphine n'aura sa place qu'en troisième position. Alors, où est-ce qu'ils vont agir ces médicaments? Vous avez les antiépileptiques sodiques qui vont agir au niveau du nerf, les antiépileptiques calciques qui vont agir au niveau périphérique et central, notamment dans les remaniements histologiques et la sensibilisation centrale. Vous avez les antidépresseurs au niveau des systèmes de modulation et la xylocaïne ou la lidocaïne au niveau du nerf. Les antiépileptiques, il y a ceux qui sont les plus les plus récents, c'est les gabapentinoïdes et la carbamazépine. La carbamazépine, elle est utilisée juste pour la névralgie, elle a une AMM juste pour la névralgie du trijumeau. Il y a les antidépresseurs. Parmi les antidépresseurs, il y a les plus efficaces, mais malheureusement, ce sont les moins bien tolérés. C'est l'amitriptyline. Il y a également la duloxétine qui est utilisée pour la neuropathie du diabétique. Les antalgiques topiques, vous avez la lidocaïne et la capsaïcine. Leur avantage, c'est qu'ils sont faciles d'utilisation, ils n'ont pas beaucoup d'effets secondaires et surtout, ils vont agir localement au niveau de la zone douloureuse.
Les co-antalgiques, donc il y a les corticoïdes, les biphosphonates que l'on peut utiliser dans les métastases osseuses qui vont venir donc renforcer l'action des antalgiques. Il y a les myorelaxants. Professeur Fellah vous a dit tout à l'heure qu'une des premières réactions devant la douleur, c'est la contracture musculaire. Et donc, les myorelaxants vont venir relâcher cette contracture musculaire et peuvent aider à soulager le patient. Et il y a également les cannabinoïdes qui sont prescrits dans la douleur neuropathique. Les traitements médicamenteux, non médicamenteux ont une place importante, comme par exemple la relaxation, l'hypnose, la psychothérapie, notamment dans les douleurs, les fameuses douleurs dysfonctionnelles qui ont toujours une note psychologique et chez qui les moyens non médicamenteux ont une grande place. Il y a la mésothérapie, la neurostimulation transcutanée, la radiothérapie, j'ai fini, la radiothérapie et la neurochirurgie. En conclusion, la douleur chronique est difficile à contrôler, elle nécessite souvent une prise en charge multidisciplinaire et multimodale. Le choix des médicaments découle d'une évaluation rigoureuse des mécanismes physiopathologiques de l'intensité de la douleur et de ses répercussions. L'objectif du traitement est de soulager la douleur avec le moins d'effets secondaires. La cohésion du patient est très importante. Il faut lui expliquer qu'on va soulager sa souffrance, qu'on va améliorer sa qualité de vie et le réinsérer socialement. Je vous remercie.